ça fait du bien d'en parler aussi et de se rendre compte qu'on est face un peu au même délire et on est nombreux en fait dans ce cas. On est nombreux à avoir perdu un ami, un papa, un enfant. On est très nombreux, je crois. Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles. Vous êtes des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot. Brûlé sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le nouveau podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce premier épisode, vous entendrez l'histoire d'Isabelle. Son meilleur ami, depuis bientôt 30 ans, s'est intéressé aux théories du complot pendant le confinement. Et depuis, leur relation s'est fortement dégradée. Je l'ai rencontré quand on était au lycée, on avait 17-18 ans en terminale. Voilà, on s'amusait beaucoup ensemble, on avait le même humour, plein de centres d'intérêt en commun. On adorait le cinéma, on riait beaucoup et on allait beaucoup sur Paris, on sortait, etc. Enfin voilà, un ami d'adolescence quoi, qui est devenu très rapidement mon meilleur ami. Et on a grandi ensemble en fait, en quelque sorte. Alors c'était à l'époque un jeune garçon assez fragile parce que ses parents étaient séparés, divorcés. Et du coup, il se cherchait beaucoup, mais bon, c'était propre à l'adolescence. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble parce que vraiment, de nos 17-18 ans à nos 22-23 ans, on était tout le temps fourrés ensemble. On s'est construit, quoi, vraiment... notre identité de jeunes adultes, en prenant des chemins séparés. Parce que moi, je suivais des études et puis lui a lâché les études assez vite. Et il faisait plein de petits boulots. Et notre relation, jusqu'à maintenant, non, mais elle est restée avec des hauts et des bas, dans le sens où moi, j'ai construit ma vie, j'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, j'ai eu des enfants. Donc, on avait pris un peu de distance pendant quelques années, mais on était toujours en contact et en proximité. Et puis, vers nos 40 ans, on a repris... on s'est vraiment retrouvés et alors, on s'est remis à s'appeler tout le temps, comme quand on était ados. Ça, c'était vers 2017-2018. On s'appelait tout le temps, tous les jours. Et on était à nouveau proches, comme dans nos très jeunes années. Et tout ça jusqu'en mars 2020. Le président Emmanuel Macron a annoncé ce confinement. Nous sommes en guerre. Et alors là, tout de suite, il a été très inquiet. Lui était seul, sans travail, donc sans occupation et sans contact. Il n'avait pas une vie sociale très riche avant, mais il voyait des gens, malgré tout. Là, tout à coup, c'était l'isolement le plus total. C'est un moment où il avait besoin de comprendre en fait, ce qui se passait, mais comme nous tous, en fait. Et moi, je lui ai conseillé d'aller sur Twitter pour essayer de trouver des explications, lire des articles, etc. Parce que moi, j'étais sur Twitter depuis pas mal d'années et je trouvais que c'était très intéressant, en fait, d'avoir... je suivais plein de journalistes et puis je me suis mise à suivre des médecins, tout ça. Je lui ai conseillé de faire pareil. Bon, alors, finalement, il n'a pas du tout suivi les mêmes comptes que moi, loin de là. Et pour le coup, ça l'a beaucoup occupé. Il a passé son temps sur Twitter. Il a passé son temps aussi à regarder la télé, à une cadence infernale, c'est-à-dire télé, Twitter. Et très vite, je me suis rendu compte que son discours changeait, en fait. Au départ, tout le monde était un peu éberlué de ce qui se passait, de se retrouver comme ça, chez soi. Et lui, il me disait, mais en fait, très vite, il m'a dit, c'est très bizarre ce truc, il n'y a pas vraiment de maladie, peut-être. Enfin, très vite, en tout cas. Il a remis en question ce
qui se passait, en fait, ce qui nous forçait à rester cloués chez nous. Donc moi, j'écoutais ça d'une oreille, j'étais plutôt attentive à ce qu'il disait. C'est vrai que le gouvernement donnait des directives qui parfois se contredisaient. Il y avait à ce moment-là un petit cafouillis dans la communication, en tout cas gouvernementale. Je crois que tout le monde était un peu en train de se demander ce qui se passait, Et là, très vite, il s'est mis à suivre les travaux de Didier Raoult. L'hydroxychloroquine. C'est un médicament inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, du moins sa molécule. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde, ou presque, en a entendu parler, et chacun, ou presque, a un avis. Depuis qu'un certain Didier Raoult, médecin à Marseille, la présente comme le remède face au Covid-19, alors que son usage est déjà largement répandu à travers l'Afrique, jusqu'aux États-Unis, où un certain Donald Trump lui-même se l'administre à titre préventif. À partir de là, il est entré dans l'idée d'un grand complot mondial. Et ensuite, tout s'est amplifié, que ce soit avec les masques, qui ont été vécus comme une muselière, comme un outil d'asservissement pour nous empêcher de nous exprimer, etc. Et puis ensuite, donc, est arrivé très vite le vaccin. Et alors là, ça a été assez effroyable parce qu'il était terrorisé par ce vaccin, et donc il me suppliait de ne pas me faire vacciner, de ne pas faire vacciner mes enfants, etc. Son insistance était telle, et il m'envoyait à ce moment-là, et à partir du confinement d'ailleurs, il m'envoyait des liens de tout ce qu'il trouvait, mais des dizaines, des vingtaines, des trentaines de liens parfois, même la nuit, il vivait complètement en décalé, et donc, parfois, j'ouvrais des liens. Au début, vraiment, j'étais curieuse de savoir ce sur quoi il tombait, ce qu'il pouvait lire et ce qui pouvait faire qu'il était à ce point terrorisé par le vaccin. Je me suis rendu compte rapidement que les théories auxquelles il adhérait étaient complètement farfelues. Il y avait notamment l'hydre, le truc de la 5G qu'on captait, etc. D'après certains complotistes, les vaccins contiendraient des organismes vivants, qu'ils ont appelés les hydres. Ils prétendent que cet organisme pourrait se régénérer indéfiniment, ce qui le rendrait immortel. Une hydre, c'est un animal microscopique. C'est un polype solitaire de petite taille portant une couronne de tentacules filiformes autour de la bouche. Ce n'est donc pas ce que l'on pourrait appeler un animal de compagnie. Mais la question que l'on peut se poser, pourquoi cet animal se développe-t-il dans le vaccin Pfizer ? Avant de vous faire piquer, vous a-t-on prévenu que votre organisme serait potentiellement colonisé par ces adorables petites bestioles ? Quant à la 5G, les théories sont nombreuses. Par exemple, pendant la crise sanitaire, certains ont accusé Bill Gates de vouloir nous injecter, à travers le vaccin, des puces reliées à la 5G, afin de nous contrôler. Sans surprise, ces théories ont rapidement été démenties. Mais son insistance et sa terreur étaient telles que j'ai eu beaucoup de mal à lui dire que je m'étais faite vacciner, parce que j'avais peur de sa réaction. Bon, c'est ce qui n'a pas loupé, parce que je lui ai quand même dit assez rapidement, et il était vraiment effondré parce qu'il était persuadé que j'allais mourir. À ce moment-là, sa maman, qui était de santé fragile, une femme de plus de 70 ans, elle-même observait ce changement de discours chez son fils. Mais bon, elle se posait des questions, elle interrogeait tout le monde autour d'elle. Est-ce que je dois me faire vacciner ou pas ? Mon fils me dit qu'il faut absolument pas, sinon je vais mourir, parce que c'est un outil génocidaire. Voilà ce qu'il nous disait. Donc, elle se demandait vraiment quoi faire. Elle m'a demandé mon avis à moi aussi, avis que je lui ai donné. Mes parents venaient de se faire vacciner. Je lui ai dit, écoute, tout semble aller très bien. Moi-même, je suis vaccinée. Je pense que vu ton état de santé, ce serait préférable quand même de te faire vacciner. C'était mon avis. Elle s'est faite vacciner et elle a dit plusieurs mois après à son fils qu'elle s'était faite vacciner. Et à partir de là, ça a été l'enfer absolu, parce que pour justifier ce passage à l'acte du vaccin, sa maman lui dit mais même ton ami me dit que c'est nécessaire de se faire vacciner, que c'est une bonne chose. Enfin, c'est pour ça que je l'ai fait notamment. Et alors là, ça a été absolument terrible pour moi, parce qu'il m'a accusée d'être responsable de la mort prochaine, et certainement très très proche, puisqu'il était persuadé qu'on allait tous tomber comme des mouches, de sa maman. Et donc, là, son discours, qui était déjà assez virulent, est devenu très vite très violent. J'ai reçu beaucoup d'insultes,
Bon, il me qualifiait déjà de mouton depuis quelques mois, mouton de l'état profond. Mais là, à ce moment-là, je suis devenue une nazie, une capo, vraiment tout de suite très violent, le ton de sa voix. Enfin, il ne me parlait plus, il me criait dessus. Quand il s'est mis à ne plus parler des médias, mais des merdias, on n'était pas vaccinés, on était injectés. Il lui est arrivé de m'envoyer des messages en m'appelant, en s'adressant à moi, en disant « Hey, l'injecté !» Voilà, c'était toujours très agréable. Il a nourri très vite, puisque je m'appuyais moi un peu sur eux, une haine envers les fact-checkers, mais une haine gigantesque. Alors il les appelait mes amis, il disait tes chers amis ou tes petits amis, etc. Donc une haine envers énormément de monde. Mais on échangeait par message. Voilà, ça a été un point de rupture, un premier point de rupture. Et il m'a dit des choses très dures, du type quand l'inéluctable arrivera et que ma mère décédera, où que tu sois, je te retrouverai de toute façon. Je te retrouverai et tu paieras. Parce qu'à partir du moment où j'avais pris le parti de le contredire, etc., pour lui, je faisais partie des méchants. Et donc, bon voilà, il y aurait un procès. Voilà ce qu'il me disait. Il y a le procès, là, le Nuremberg 2, où donc je serais bien évidemment dans le box des accusés pour lui. L'idée de ce fameux procès Nuremberg 2.0 vient de l'avocat allemand Rainer Fulmich. Il est persuadé que les scientifiques, les politiques, l'OMS ou encore Bill Gates doivent payer pour avoir soi-disant orchestré la pandémie de Covid. Rappelons-le, le véritable procès de Nuremberg s'est tenu en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et avait pour but de juger les dignitaires nazis accusés de crimes contre l'humanité. Une majorité d'accusés avait alors été condamnés à mort. Beaucoup d'autres théories sont venues nourrir cette idée selon laquelle une élite gouvernerait le monde à nos dépens et essaierait de tuer un peu tout le monde, mais pas vraiment. Mais, enfin. Et voilà, là ça a été un fourre-tout de théories. En fait, on avait à la fois à ce moment-là l'élection de Biden, enfin la campagne électorale américaine. Il est devenu pro-Trump très vite. Donc avant l'élection, en tout cas, il m'a dit les élections seront truquées. Donc tu verras que Biden sera élu, mais au fond, c'est Trump qui normalement devrait l'être. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je sentais bien que en fait, voilà, je ne pouvais rien répliquer, jamais. Et là, il m'envoyait beaucoup de liens, toujours, à la fois sur les élections américaines, mais pas seulement. Il m'envoyait des liens sur cette élite qui gouvernerait le monde, les Rothschild, Bill Gates, etc. Et notamment des vidéos qui, quand moi, je les ai regardées, pas en totalité, parce que c'était très long. Je regardais par bout. Et chaque bout me confortait dans l'idée qu'en fait, ce discours-là suintait l'antisémitisme. C'était très évident. Et je lui faisais remarquer, bien sûr, il niait. Puis il finissait par dire, mais de toute façon, tu sais bien qu'il dirige tout. Enfin, bon voilà, on était dans toutes ces théories-là. Des théories aussi concernant Brigitte Macron, sur le fait que Brigitte Macron était un homme. Il m'avait envoyé un dossier qui, selon lui, rassemblait toutes les preuves de ce qu'il avançait. Alors là, je me suis dit, écoute, formidable, ce truc complètement farfelu, voyons voir. Je regarde toutes les pièces là, de cette espèce de dossier. Il y avait en effet plein de choses qui avaient été amassées, mais je ne voyais pas la moindre once de preuve. Le dossier en question, un document de plusieurs pages, publié en 2021 par des proches du polémiste antisémite Alain Soral. On y affirme que la première dame serait une femme transgenre et que son nom de naissance serait Jean-Michel Trogneux. Une théorie, évidemment fausse, qui est encore extrêmement populaire au sein de la complosphère. Et je me disais, en découvrant tout ça, mais comment peut-il penser que ce sont des preuves... Enfin, tout son raisonnement semblait avoir disparu, tout son esprit critique. C'était un garçon qui s'intéressait beaucoup à l'économie, aux enjeux de société. Il était habitué avant à aller au bout des choses et à essayer de comprendre, mais en gardant un esprit critique. Et là, je me suis dit, avec cette histoire vraiment de... Bon, tout le reste déjà était assez édifiant, mais alors là, Brigitte Macron, qui s'appelle en fait, je ne sais plus comment, mais Jean-Philippe ou je ne sais quoi, ou Jean-Michel, et qui est, c'est évident, un homme, alors là, j'ai eu l'impression que c'était vraiment, fini,
on pourrait plus jamais... Bon, il se trouve que c'était vrai. On n'a plus jamais pu dialoguer, à aucun moment. Et après Brigitte Macron, il y avait l'adrénochrome. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. Mais ça, Gérard, de pas vouloir aller trop loin. Il y a des gens qui disent que ça existe. Ils disent qu'il a raison là-dessus, que ça existe. Mais Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non, arrête, non, Céline Dion, elle peut pas en prendre. Tout ce qui me choquait, me faisait mal, etc. Et à chaque fois, il prenait le contre-pied, en fait. Par rapport au discours de Trump sur l'avortement, par exemple. Là, il m'avait sorti des théories comme quoi, en France, Macron avait fait passer une loi pour autoriser l'avortement pour toutes les femmes, jusqu'à l'accouchement, et que toutes les femmes en profitaient allègrement. Enfin, des choses complètement choquantes, horriblement choquantes. Dans l'univers complotiste, cette rumeur comme quoi les femmes pourraient avorter à n'importe quel moment de leur grossesse a été très partagée. Une loi a bien été discutée pour renforcer le droit à l'avortement, mais seulement pour allonger le délai légal de 12 à 14 semaines. Elle n'a été adoptée qu'en 2022. Et donc, à peu près à partir de ce moment-là, le lien a été rompu, en fait, progressivement au fil des blocages que je faisais sur les réseaux sociaux, par lesquels il réussissait toujours à revenir vers moi. Progressivement, comme ça, de l'automne 21 à début 2022, je dirais, à peu près. C'est pas net parce qu'en fait, il me renvoyait un mail sur une boîte mail. Enfin bon, il cherchait toujours un moyen de revenir vers moi, en fait. Et bon, j'ai tout coupé et je suis restée en contact, bien sûr, avec sa maman qui était terriblement inquiète et qui l'est toujours. D'autant plus que maintenant, elle-même n'a plus de contact avec lui. Puisque là, il s'est emparé de toutes les théories. Donc après la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique qui n'existe pas, etc. Et donc cet été, sa maman a vécu une scène effroyable au cours de laquelle, arrivant chez lui et se plaignant de la chaleur, elle s'est pris un torrent d'insultes. Et donc elle a été très effrayée, il l'a bousculée, elle est tombée, il n'a pas cherché à la relever. Et elle est partie très effrayée et depuis, elle n'a plus de contact avec lui. Donc depuis cet été, c'est donc vraiment... il est totalement isolé en fait maintenant. Sur les comptes Twitter qui suivaient, il y en avait un principalement qui suivait dès le début. Ça s'appelle Un être humain. Il bossait dans la banque, il connaissait tous les rouages de l'économie, etc. Et lui, il dénonçait le confinement. Donc il a animé beaucoup de space. Alors, il les suivait religieusement. C'était vraiment... il adorait ce type qui est parti très vite en Suède et qui disait que en Suède, c'était formidable. Vous voyez, les gens n'ont pas de masque, les gens vivent normalement. Il n'y a qu'en France, parce qu'on est en dictature, que c'est pas possible, etc. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Et au nom de tous les gens, de tous les suspendus, au nom de tous les gens qui sont décédés à cause de ces conneries, au nom de tous les gens qui se sont suicidés, au nom de toutes les victimes de cette propagande de merde et de ce totalitarisme sanitaire de mes couilles, sachez bien que vous allez payer. Vous allez bien payer. Allez, bisous. Bon, et ensuite, les manifs de Florian Philippot. Alors là, formidable, il s'est mis à suivre Philippot à fond. C'était la résistance, voilà. Là, il me parlait beaucoup de résistance. Et puis, il y avait ce truc, moi, j'étais une nazie. Lui et les siens, c'était les résistants. Il me donnait des définitions du fascisme, je vous passe les détails, mais c'était juste hallucinant. Tout était inversé, en fait, à tout moment. J'ai une théorie sur ce basculement qu'il a opéré vers le complotisme, mais je ne sais pas si j'ai raison du tout. Mais bon, moi, je vois la situation de la façon suivante. En fait, il était donc vachement en marge de la société parce que pas de boulot fixe, pas de boulot stable. Il vivait tout seul, pas de lien amoureux stable et satisfaisant. Il était talentueux, il avait plein de talents, il dessinait très très bien, il aurait pu faire une école d'art, il aurait pu faire plein de choses. Il était très populaire au lycée, voilà. Et en fait, tout ça s'est tari au fil du temps.
il n'a pas su capitaliser sur tout ça. Ça a été très difficile, en fait. Il avait une histoire familiale un peu compliquée, donc il est bâti sur des fondations un peu instables. Et du coup, dans la trentaine, ça a été compliqué. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était presque une revanche sur la vie, d'être du côté de ceux qui savent. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Il me le disait parfois. Il me disait « Ah, t'as beau avoir une famille, un super boulot, mais tu comprends rien, tu vois, tu comprends rien. Hein. » Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que en 2001, au moment des tours du World Trade Center, il avait en effet émis des doutes sur tout ce qu'on disait et sur les images même qu'on voyait en fait. Tout à coup, il s'était improvisé à ce moment-là ingénieur, enfin en structure, parce que les tours ne pouvaient pas s'effondrer suite à l'encastrement d'un avion. Et puis même, il y avait différentes théories, parce que parfois, il y avait un avion, mais en fait, non, c'était des images truquées. Enfin bref, tout ça se contredisait un peu, mais c'était passé assez vite, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense, tout simplement, en fait. Donc, il y avait ces théories à ce moment-là. En effet, il y avait un bouquin là, de Thierry Messant sur l'effroyable imposture, voilà. Mais bon, voilà, ça n'allait pas plus loin, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Dans son livre « L'effroyable imposture », publié en 2002, Thierry Messant avance que les attentats du 11 septembre ne seraient qu'un coup monté des militaires et industriels avec la complicité du gouvernement américain. Mais aussi qu'aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone. Des centaines de milliers d'exemplaires ont été vendus en France et le livre a été traduit dans de nombreuses langues, faisant de lui une figure internationale du complotisme. Au tout départ, au moment du confinement, etc., comme on était tous assez perplexes par rapport à cette situation, etc., moi, j'étais complètement à l'écoute de tout ce qu'il pouvait dire et trouver, que moi, je ne trouvais pas sur Twitter ou à travers les émissions que je pouvais écouter à la radio ou à travers les articles que je pouvais lire dans la presse. J'étais plutôt très à l'écoute. Ensuite, je me suis intéressée aussi aux travaux de Didier Raoult. J'avais suivi une interview, je me souviens, qui était passée à la télévision. On était tous dans l'expectative, on ne savait pas ce qui allait arriver, etc. Donc, je n'étais pas dans le rejet dès le début du tout. Mais très vite, voyant les extrêmes vers lesquels il se rendait, voyant qu'il ne réfléchissait plus, en fait, je ne comprenais pas pourquoi il m'envoyait des choses pareilles sans se rendre compte que c'était complètement fou, complètement délirant, en fait. Donc, j'étais dans l'incompréhension la plus totale et j'essayais de lui faire entendre raison. Bon, c'est là que je pense que j'ai fait erreur parce que j'aurais dû peut-être rentrer un peu dans son jeu ou faire les choses autrement. Moi, je me suis confrontée en fait à lui. Il m'envoyait un article complètement débile que je jugeais complètement fou avec des théories absurdes. Je lui en renvoyais un qui démontait les théories ou alors je lui renvoyais des preuves. Je me souviens très bien sur cette histoire de l'étouffement des enfants et du masque qui empêchait de respirer. J'avais trouvé des données très claires, factuelles, des données scientifiques, qui prouvaient que non, on n'allait pas étouffer sous nos masques. Et en fait, la violence était renouvelée, en fait. À chaque fois, c'était pire. Plus je m'opposais à lui, et pire c'était, vraiment. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris que le dialogue donc n'était plus possible et j'ai compris que j'étais en train de perdre mon ami complètement. Donc, j'étais bien évidemment triste. Mais comme je me faisais insulter allègrement, mais jour après jour et tout le temps et plusieurs fois par jour, enfin, quand j'ai décidé de bloquer toute communication, en fait, j'ai été soulagée, vraiment soulagée. Et ça impactait ma vie de famille aussi parce que quand il me hurlait dessus, quand il me menaçait de mort par vengeance, puisque sa maman allait mourir très vite, bien sûr. Moi, parfois, je raccrochais en pleurant. Enfin, j'étais effondrée. C'était difficile, en fait, de recevoir tout ça. J'étais sûre de moi et surtout, j'avais des preuves et j'essayais de recouper les sources. J'essayais vraiment d'aller au fond des choses
pour avoir les moyens de lui répondre, mais il n'entendait pas, il n'entendait jamais. Donc c'était vain en fait. J'avais un sentiment d'impuissance terrible. Mais en me demandant toujours, mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Parce que sur des sujets comme l'adrénochrome, les sacrifices d'enfants, il se mettait dans des états effroyables. Il était vraiment sûr que quelque part, on torturait des enfants pour en tirer de l'adrénochrome pour les puissants de ce monde. Et d'ailleurs, comme je lui démontrais le contraire, et puis même parfois je me moquais, en fait, au bout d'un moment, je ne pouvais pas faire autrement. Et je lui disais, mais t'es complètement débile, mon pauvre garçon. Des choses comme ça, là, c'était horrible. Donc là, je me reprenais des volées d'insultes. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, en fait. Enfin, c'était... Je voyais qu'il y avait une emprise de plein de comptes Twitter, en fait, de plein de gens comme ça, derrière l'écran de son téléphone. Mais en tout cas, j'avais vraiment ce sentiment d'une emprise. Et dans le cas des sectes, on dit bien que pour garder le contact avec les gens, il ne faut pas s'opposer à eux, etc. Et puis, il faut rappeler le lien émotionnel, rappeler des choses comme ça. Alors, j'ai essayé de faire ça aussi un peu, mais en fait, comme lui, il m'envoyait toujours des dizaines et des dizaines et des dizaines de liens vers des trucs complètement ahurissants, je ne pouvais pas m'empêcher au bout d'un moment de dire « Mais ça n'a pas de sens, voyons, arrête, réfléchis !» Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. Enfin bref, tout est inversé à partir d'un certain moment. C'est vraiment ce problème de dialogue qui n'est plus possible. En fait, il m'a dit très vite qu'il n'avait aucun intérêt à discuter avec des gens qui n'étaient pas assez malins pour comprendre dans quelle dictature on vivait, etc. Moi, il a continué à me parler jusqu'au moment où moi j'ai cessé parce que bon, il présumait qu'un jour quand même je me réveillerais. J'étais quand même pas si bête. Donc voilà, souvent il finissait ses messages, ses textos ou les messages qu'il m'envoyait par Twitter ou Instagram. Alors de deux façons différentes. Soit pendant la période vraiment Covid, vaccin, à partir du vaccin, il me disait tic-tac, tic-tac, tu vas bientôt mourir, etc. Et ça, sur plein de messages. Ah oui, parce que j'étais vaccinée, donc j'allais mourir là très vite. Sinon, l'autre alternative de conclusion des messages, c'était « Il faudra bien un jour que tu te réveilles » ou « Réveille-toi ». Non, mais sur le coup, c'est terrible, parce que sur le coup, c'était tellement énorme que quelque part, ça me faisait rire, mais en même temps, ça me faisait pas du tout rire, parce que c'était horrible de recevoir ça de quelqu'un qui était censé... vouloir le meilleur pour moi, enfin en tout cas pas des trucs aussi dégoûtants. C'est très bizarre à ressentir. Tout ça est une réserve de violence en fait. Comment dire ? Je ne sais pas si lui deviendrait violent, même s'il l'a été en fait avec sa maman, ce que j'aurais jamais cru possible avant déjà. Mais en tout cas, c'est tellement en fait absurde, ça n'a pas de sens en fait. Toutes ces théories accumulées les unes aux autres, etc., font que j'ai l'impression que quelqu'un à un moment un peu plus fragilisant ou quelqu'un un peu plus déséquilibré, etc., peut très bien se mettre à faire mais n'importe quoi en fait, enfin vraiment n'importe quoi. Donc je ne sais pas, moi je suis hyper inquiète parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent devenir très violents. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci à Isabelle pour son témoignage. Ce premier épisode a été pensé par Perrine Bontemps et Victor Mautin. L'écriture, le montage et la réalisation sont signés Perrine Bontemps. Vous avez entendu des extraits du discours d'Emmanuel Macron annonçant le confinement le 16 mars 2020, d'une vidéo du journal Le Monde, mise en ligne le 28 mars 2020, de l'émission Le Débat de France 24, diffusée le 26 mai 2020, d'une émission d'Agora TV avec Frédéric Chaumont, de l'intervention de Gérard Fauré dans Touche pas à mon poste sur C8 le 9 mars 2023 et d'une vidéo postée sur le compte X, Un être humain, le 9 avril 2023. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous souhaitez partager votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site.
conspiracywatch.info. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage.